Je vous ai souvent parlé du questionnement et avec le dernier exemple, j'espère que vous avez vu l'importance de développer cette compétence pour ramener les enfants à réfléchir profondément à un sujet. J'aimerais donc vous présenter 3 façons de questionner en philosophie pour enfants. Il y a 3 questions types en philo. La question philosophique qui introduit l'atelier, parfois on le fait sous forme de thème. Elle peut être générale comme « c'est quoi l'intelligence ?» ou interroger un présupposé comme « en faut-il peu pour être heureux ?» Ensuite, il y a les questions pour raisonner. Elles n'ont pas de notion philosophique en elles. Elles servent de transition entre les réponses et permettent de creuser un sujet au lieu de le survoler. Et enfin, la problématisation qui permet de soulever les enjeux et les problèmes universels auxquels nous sommes confrontés et qui donne du sens à nos désaccords comme « peut-on tout tolérer sous prétexte de la liberté d'expression ?» On croit à tort que tout réside dans la question philosophique, car une question attend qu'on creuse la réponse. Il n'y a pas de réponse simple en philosophie, et pour enquêter, on a besoin d'outils comme un détective. Plus on pose de questions philosophiques pendant l'atelier philo, plus on ouvre de portes, plus on dit tout et rien. L'atelier devient flou, labyrinthique, et on ne sait vraiment plus ce qu'on a dit. Un bon indicateur est de se demander « qu'avons-nous retenu de cet atelier ?» Soit vous retenez des éléments de réponse à la question en ayant construit un raisonnement, soit vous avez creusé la réflexion en questionnant un présupposé qu'il fallait éclaircir pour pouvoir répondre à la question. Mais si vous ne savez pas, c'est que l'atelier était trop flou, trop vaste, trop décousu. Je vous donne des exemples concrets de questions qui aident à raisonner et qui sont trop souvent négligées au détriment des questions philosophiques et problématiques. Donner une raison, le fameux « pourquoi », qui est très rarement posé en atelier philo alors que c'est la base de la base. On la pose rarement car on prend comme évidentes les idées qui sont proposées par les enfants. Or, la philo remet en question les évidences, donc toute idée, même évidente et claire, nécessite de répondre à la question « pourquoi ?» Parfois même, elle survient après qu'on y ait expliqué l'idée après un « parce que ». Est-ce une bonne raison ? Dans les thématiques qui touchent à la morale et à nos choix, la question « est-ce une bonne raison ?» permet d'évaluer nos arguments et d'en délimiter les contours et poser les problèmes possibles. As-tu un exemple et un contre-exemple ? On pose ces questions pour faire émerger des points de vue opposés, ouvrir l'esprit. Et c'est utile pour créer une problématique, issue des réponses des enfants et pas de la vision de l'animateur ou de l'animatrice. Quand un exemple et un contre-exemple sont donnés, on peut demander si on compare bien ce qui est comparable, pour vérifier la pertinence de l'argumentation et l'améliorer si besoin. Et tirer les conséquences, réfléchir à ce qu'on peut déduire d'une réponse. Cela permet notamment en cas d'exemple de revenir au philosophé. Je vous donne un exemple. Dans un atelier sur le thème de l'utilité des enfants, on dit « Je considère que les montres sont utiles car elles me permettent de savoir quand c'est la fin de l'heure de classe. » Mais un autre n'en trouvait aucune utilité car cela ne l'aide pas à gérer son impatience et il s'en sort très bien sans. La question que l'on peut soulever, c'est que peut-on en déduire ? Et bien que l'utilité d'une chose est relative aux besoins d'une personne. On peut également demander les problèmes soulevés par un argument ou la confrontation de 2 arguments pour problématiser et aller plus loin. Il y a encore d'autres techniques de questionnement que l'on peut travailler, mais surtout, il faut les travailler pas à pas. Pourquoi j'ai eu une crise d'animatrice au sommet de mes connaissances ? Après m'être formée et avec mes 2 ans d'expérience hebdomadaire à animer des ateliers philo avec les enfants, en école et en visio, j'ai commencé à ne plus savoir comment animer. En fait, j'avais trop d'outils à mettre en place. Et le problème était que je souhaitais tout maîtriser d'un coup, chose impossible. Je me suis sentie plus nulle que jamais. Mais je me suis réveillée. Est-ce que je demande aux enfants de tout maîtriser ? Bien sûr que non, je ne leur infligerai jamais ça. Alors pourquoi me l'infliger ? Comment peut-on commencer à apprendre à penser quand on est enfant ? Ah mais tiens, peut-être en apprenant à expliquer pourquoi, et après en donnant un exemple, et puis en donnant des contre-exemples, et en vérifiant si ces exemples sont comparables, puis en travaillant l'inversion de l'énoncé, puis en évaluant les raisons. Oh, mais peut-être que j'ai des supports et des méthodes qui vont m'aider à travailler ces compétences en particulier. J'ai donc commencé par me fixer des objectifs personnels et observables.
Je choisissais une habileté de pensée sur laquelle je concentrais toute mon attention pendant l'atelier. Et je laissais de côté le reste, car j'ai remarqué qu'aucun de mes ateliers ne serait jamais parfait. Autant faire de mon mieux, et pas à pas. Voici une carte mentale que j'ai préparée pour vous montrer comment j'ai progressé en même temps que les enfants. La première chose que je me suis fixée comme objectif, c'est de gérer le cadre, les règles et la prise de parole. Les règles, je les faisais éditer par les enfants. Je demandais aux enfants de trouver les sanctions justes. Ensuite, j'appliquais ces sanctions par souci de congruence et pour inspirer confiance. En fin de séance, je faisais un retour. Soit on réajustait s'il y avait besoin, soit on trouvait des solutions. Ensuite, je me suis concentrée sur la qualité de la prise de parole. J'expliquais le rôle du participant, à chaque atelier. Ne pas répéter ce qui a été dit, c'était le mantra. Lors de la première séance, je fais remarquer que l'enfant répète, mais sans dramatiser. Pendant la séance 2, je demande à l'enfant si son idée apporte quelque chose de nouveau ou si c'est une répétition. Pendant la séance 3, je demande à l'enfant ce qu'il s'apprête à faire avant de prendre la parole. En fin de séance, on fait un retour sur notre pratique. Pourquoi répétons-nous ce qui a été dit ? Quelles solutions pouvons-nous trouver ensemble ? Ensuite, je me suis dit, il faut absolument que je pose la question pourquoi et qu'elle devienne un automatisme. Trop peu poser cette question. Il faut s'entraîner à avoir le bon réflexe en se focalisant sur sa capacité à demander pourquoi et que ça devienne un automatisme. Ensuite, je me suis dit, après un pourquoi, il faudrait que je m'entraîne à demander un exemple, plus souvent. C'est pas si facile en fait de trouver des exemples. Quand vous préparez votre atelier, vous pouvez d'ailleurs vous entraîner à trouver des exemples. Je vous conseille d'ailleurs de le faire à hauteur de l'âge des enfants que vous allez avoir en face. Et quand il y avait des exemples, eh bien je me suis dit, il faut que je m'entraîne à demander et moi-même à trouver des contre-exemples. Ce n'est pas si facile que ça. Quand vous préparez votre atelier, entraînez-vous à trouver des contre-exemples à vos propres exemples. L'objectif est d'apprendre à penser contre vous-même et ouvrir votre esprit. Une fois que j'avais travaillé exemple et contre-exemple, eh bien, je me suis demandé, est-ce que on peut comparer ces exemples ? Donc, j'ai vérifié si les enfants donnaient des exemples qui étaient comparables. Quelque chose de concret, issu d'un atelier philo, nous parlions du caprice. Et un jeune m'a dit, un enfant de 3 ans qui fait un caprice pour un goûter qu'on lui a volé, on peut le comprendre. Mais si tu te fais voler ta voiture et que tu fais un caprice, on ne comprendra pas. Donc là, je demande, peut-on comparer un vol de goûter à un vol de voiture ? Ça, je l'ai appris en étant participante à des ateliers philo. Je me suis posé la question, est-ce que véritablement l'enfant répond à la question que je lui pose ? S'il répond d'à côté, c'est un manque d'écoute. Et donc, je me suis fixé cet objectif-là, d'être à l'écoute de la réponse de l'enfant et de voir si elle correspondait véritablement avec ma question. Et je lui disais, est-ce que ta réponse répond à ma question ? C'est possible que oui, peut-être c'est moi qui n'avais pas compris, mais alors j'avais besoin que l'enfant me l'explique. Sinon, à quelle question répond-elle ? Parfois ils arrivent à le voir, parfois ils arrivent à voir ce qui est à côté. Et donc je repose la question pour plus de clarté. Je vous donne un exemple sur un atelier sur le bonheur. J'avais utilisé un photolangage que j'ai fait dans l'optique de travailler des présupposés, donc j'ai choisi des images qui étaient somme toute assez évidentes. Un enfant a choisi l'image de la petite fille qui câline son chien. Ce qui était dit, c'était que l'amour était une composante du bonheur. J'ai donc posé la question, peut-on être heureux sans amour ? Et voici la réponse. Oui, parce que quand t'as pas d'amis, et que si on t'offre un cadeau, si on t'invite quelque part, eh bien tu n'as pas besoin d'amis. Quelqu'un lui répond, non, on ne peut pas être heureux sans amour. Si ta famille t'a fait à manger, elle l'a fait avec amour, pour que tu puisses manger et que tu sois content. Et c'est pareil quand on t'offre un cadeau. Donc là, j'entends les deux arguments. Et donc je dis à la jeune fille, ce que tu dis, c'est que l'argument de Clovis a un problème, car si on t'offre un cadeau, c'est qu'on t'aime. Oui. Et là, je demande, Clovis, est-ce que tu vois un décalage entre ma question et ta réponse ? Il me dit, oui, j'ai parlé d'amitié. Mais c'est pareil. Ok, alors on va remplacer avec le mot amour ton argument. Je dis, ça donne. Oui, parce que quand t'as pas d'amour, mais qu'on t'offre un cadeau, si on t'invite quelque part, t'as pas besoin d'amour. Est-ce que ça fonctionne ? Non, ça fonctionne pas. Alors je change d'avis, je suis d'accord avec Valentine. Je l'ai félicitée pour cette honnêteté intellectuelle. Ensuite, j'ai travaillé les bonnes et les mauvaises raisons et les conséquences. Je
Je vous donne un exemple issu d'un album jeunesse qui est Le chien qui disait non de Grégoire Solotarev. J'ai proposé aux enfants de poser une question sur l'histoire. Pourquoi Benjamin a frappé son chien? La raison, c'était pour le punir parce qu'il a fait une bêtise. J'ai donc demandé, est-ce une bonne raison? Non, il aurait pu lui expliquer avant de faire ça. Avez-vous des exemples de situations où il est préférable d'expliquer au lieu de punir? Oui, quand tu renverses un verre, si on te punit, c'est pas juste parce que tu n'as pas fait exprès. Quelle est la conséquence d'une punition injuste? L'enfant se sent mal, triste et on ne comprend pas. C'est quoi une punition injuste? Bien, c'est une punition qui est trop sévère, etc., etc. Donc petit à petit, on montait vers le philosopher à partir, je vous donne l'info, d'une question qu'on dit question textuelle ouverte, qui porte sur l'histoire mais dont on n'a pas la réponse à l'intérieur. Ensuite, je me suis dit, tiens, je vais travailler l'inversion de l'énoncé. Je vérifie les arguments et j'apprends à préciser la pensée. Je vous donne un exemple. Une chose belle et une chose jolie, c'est la même chose. J'inverse. Y a-t-il des choses jolies qui ne sont pas belles? Donc je permets de venir enrichir la réflexion en travaillant la distinction conceptuelle. Ensuite, je me suis dit, je vais travailler les présupposés. Donc je prépare un photolangage et pour ça, je me soumets à l'exercice moi-même. Je choisis une méthode d'animation qui est de choisir l'image qui représente le plus le concept. Voici un premier exemple. Donc, on reprend le photolangage sur le bonheur. Pour les enfants qui choisissent l'image de la petite fille qui câline son chien, l'argument c'est « elle est sûrement contente de retrouver son chien, le chien doit se sentir aimé ». Donc, je présuppose que le bonheur et l'amour sont liés. Peut-on être heureux sans amour? L'amour rend-il heureux? Et rend-il toujours heureux? Pour les enfants qui ont choisi les petits-enfants qui dansent sous la pluie, ils expliquaient que l'eau est indispensable, l'eau est vitale, sans eau on meurt. Donc j'ai noté le mot indispensable. Y a-t-il des choses indispensables au bonheur? Et pour ceux qui ont choisi le trèfle à 4 feuilles, le trèfle porte bonheur et ça me rend heureux de trouver un trèfle à 4 feuilles parce que ça porte chance. Hop, je vois qu'on a la chance et le bonheur. Faut-il être chanceux pour être heureux? Un deuxième exemple, vous avez un photolangage sur la richesse. On cherche à savoir quelle image représente le plus la richesse. Je me soumets moi-même à l'exercice en choisissant l'image de Picsou. Et j'explique pourquoi ça représente le plus la richesse à mes yeux. Parce qu'il y a beaucoup d'argent, que Picsou est riche et que ça le rend joyeux. Il y a 3 présupposés. La richesse est matérielle, l'argent. La richesse est une grande quantité de quelque chose et la richesse rend joyeux. Du coup, je viens prendre mes 3 présupposés et poser des questions. Peut-on être riche sans argent? Peut-on être riche avec rien ou avec peu? Et la richesse rend-elle toujours joyeux ou heureux? Ainsi, quand je fais mes ateliers philo, je suis prête à me concentrer sur les réponses des enfants, ce que ça présuppose et les questions que je vais pouvoir poser pour nourrir la réflexion. Ensuite, je me suis dit, je vais réapprendre à problématiser. Et je me suis dit, le dilemme moral est un support merveilleux pour y arriver. Je repérais les valeurs, je questionnais le conflit de valeurs. Exemple, vous avez un dilemme comme Sandra est amie avec Paul. Paul a volé le jouet de Camille et Sandra l'a vu faire. Camille demande à Sandra si elle sait où est passé son jouet. Que doit faire Sandra? On peut imaginer que je dis que j'ai vu partir Paul avec parce que je n'arrive pas à mentir. Et je dis que je ne sais pas parce que je n'ai pas envie que mon ami ait des problèmes. J'ai 2 valeurs, la vérité et l'amitié. Il y a un conflit entre les deux, donc j'ai une problématique. Peut-on mentir pour protéger ses amis? Sachant que mentir, c'est moralement condamnable à l'origine. Et ensuite, je me suis dit, je vais apprendre à tirer le philosophique à partir de choses qui ne le sont pas en apparence. Donc là, je reviens en fait sur l'histoire de Benjamin qui a frappé son chien. Donc je leur demande de poser des questions textuelles ouvertes sur l'histoire. Pourquoi il a frappé? Parce qu'il a fait une bêtise. Est-ce que c'était une bonne raison? Non, il aurait pu lui expliquer. Donc là, vous avez en gras les mots qui sont importants. Punir, bêtise, expliquer. Avez-vous des exemples de situations où il est préférable d'expliquer au lieu de punir? Oui, quand tu renverses un verre, si on te punit, c'est pas juste. J'ai le concept de injustice qui émerge. Et donc, je prends punir, injuste,
Quelle est la conséquence d'une punition injuste? C'est quoi une punition injuste? Et donc j'arrive en fait à partir d'une simple question sur une histoire à venir philosopher sur en plus un problème que les enfants connaissent plus que bien. Résultat, en agissant ainsi, j'ai pris confiance en moi. Je savais ce que je faisais. Les ateliers étaient plus clairs pour les enfants et ils ont appris à mobiliser les habiletés de pensée parce qu'ils étaient capables de les nommer. Puisque je les nommais en fait, en même temps que j'animais. Donc ils se sont munis de ces outils. Vous trouverez en complément de cette vidéo un récapitulatif sous forme de PDF avec des conseils pratiques à mettre en place dans vos ateliers philo. Vous trouverez des exemples pour introduire le cadre et vos premiers ateliers philo. Vous trouverez également 4 expériences de pensée avec des questions types qui visent des habiletés de pensée. Cela vous permettra de vous familiariser avec celle-ci, même si l'atelier ne sera pas parfait. Ceci n'est qu'une introduction, les bases de la philo pour enfants. Il y a tant à découvrir et à apprendre. C'est pour cette raison que j'ai développé mon programme de formation, le Collège Philo. Le Collège Philo, c'est 15 heures de formation, sous forme de vidéos en ligne, à regarder à son rythme. Avec chaque semaine une foire aux questions. Chaque semaine, les participants pourront poser leurs questions sur un document prévu à cet effet. Celles et ceux qui veulent assister en visio aux réponses et poser leurs propres questions sont les bienvenus. Pour les autres, vous aurez accès à la vidéo en replay. Cela vous donnera donc entre 20 et 30 heures de formation supplémentaires sur l'année. Vous participerez également à un groupe de travail sur Facebook qui vous est dédié afin d'échanger avec vos pairs, des personnes débutantes et expérimentées, pour vous aider dans vos préparations d'ateliers, vos recherches de support, vos conseils pour la gestion en classe, la mise en place de vos projets, etc. Voici la plateforme de formation. Vous accédez à votre cours et vous avez 10 modules. Les origines et fondements de la philosophie pour enfants avec 3 vidéos. À chaque fois que vous avez fini, hop, vous cliquez sur terminer ou suivant. Les différentes méthodes d'animation qui là sont expliquées dans le détail avec des exemples, les difficultés rencontrées et les solutions que je vous apporte. Comment construire votre légitimité. D'autres astuces pour travailler le cadre, les règles, la posture de l'enfant et de l'adulte et l'écoute. Les habiletés de pensée, beaucoup je n'ai pas nommé, mais il y en a énormément avec toujours des illustrations issues de mes propres ateliers philosophiques et du travail que font les enfants. Un module sur la conceptualisation et la problématisation. On travaille également le questionnement. Les supports philosophiques pour induire une réflexion. Donc à chaque support, je vous montre concrètement les méthodes, toujours illustrées d'exemples issus de mes ateliers de philosophie, avec les habiletés de pensée que ça privilégie. Je vous propose des préparations d'ateliers. Ce module sera d'ailleurs enrichi cette année. Et je mets à votre disposition des cartes mentales types pour vous aider à bien préparer vos ateliers en gagnant du temps. Et ensuite, il y a tout un plan sur l'argumentation. Pour aller plus loin, vous avez la formation L'Académie. Cette formation, c'est toujours les 15 heures de modules vidéo en ligne, toujours la foire aux questions hebdomadaires, toujours le groupe de cerveau collectif, mais on se rencontre pendant 6 semaines à raison de 3 heures par séance afin de pratiquer, faire des exercices et progresser plus vite. Ce que nous faisons, c'est tout simplement de l'entraînement au questionnement. Donc on reprend des choses qui ont été vues dans la formation en ligne, en les appliquant, en s'exerçant, et le principal, c'est d'apprendre à questionner. Donc voici le programme de nos visios. Observation d'atelier. On observe la posture de l'animateur et de l'animatrice, on observe la réaction des enfants et on trouve des solutions pour résoudre les problèmes d'animation. Les présupposés. On fait des exercices d'échauffement. Ensuite, on travaille les présupposés à partir d'un album jeunesse pour ne pas influencer et réfléchir au message que nous apporte l'histoire, et nous travaillons le questionnement. Ensuite, nous travaillons l'argumentation à partir d'exercices de raisonnement sur des idées philosophiques et on fait une mise en pratique sur un jeu philo. Nous découvrirons ensemble des techniques de questionnement sur l'envers de la position et la problématisation à partir d'un dilemme moral. Nous travaillerons la préparation d'ateliers à partir d'un photolangage. Donc je vais vous apprendre à créer vous-même votre photolangage
et tester différentes méthodes pour choisir la plus appropriée en fonction de l'objectif que vous souhaitez atteindre. Ensuite, nous ferons un atelier de préparation d'album jeunesse avec un exercice de préparation, des exercices de questionnement pour les enfants et apprendre à tirer les enjeux philo d'une discussion non philo. Pour celles et ceux qui auront suivi le niveau 1, il y aura le niveau 2, qui est un entraînement à l'animation avec des séances de coaching personnalisées où chacun va pouvoir préparer un atelier en trouvant sa tonalité et en suivant un objectif pédagogique que la personne se sera fixé. Pour s'inscrire, c'est très simple, vous suivez cette adresse atelier.lespetitsphilo.com/formation et vous pouvez même prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour discuter de votre projet. Je vous remercie de votre fidélité et de votre soutien qui signifie énormément pour moi. J'espère vous rencontrer bientôt. Au revoir!